le textile. Depuis 2016, elle travaille en tant qu'assistante coordination au sein de l'association La Scène littéraire, Scène, C-E-N-E, littéraire, une association qui œuvre pour la promotion des écrivains et écrivaines africaines et afrodescendantes engagées. Et donc, Monsieur Abdoulaye Ba, qui est aussi connu sous le nom de Bokarba, artiste slammer et titulaire d'une maîtrise en littérature d'expression anglaise, spécialisée dans la littérature orale africaine à l'université Cheikh Anta Diop, donc une maîtrise qu'il a obtenue en 2000. C'est un artiste et un enseignant multidisciplinaire qui anime des ateliers d'écriture pour des associations. Il anime aussi plusieurs lectures publiques à Genève et qui offre des concerts de slam avec des instruments de musique anciens africains joués par des griots. Donc, M. Ba travaille aussi avec le département d'instruction publique, DIP, à travers une formation pour enseignants intitulée « Genre majeur et genre mineur dans la littérature orale africaine ». Une étude comparative entre les peuples du Nord et de l'Afrique de l'Ouest du Xe siècle au XIXe siècle. C'est l'intitulé de la formation. Donc, c'est une étude comparative entre les peuples du Nord et l'Afrique de l'Ouest, du Xe au XIXe siècle. Donc, nous sommes extrêmement reconnaissants de vous avoir aujourd'hui, car votre expertise est vaste et votre passion pour les cultures africaines notoire. Si Estelle est prête, donc votre Estelle est prête, Estelle Hughes, nous allons passer, je vous laisse la parole à Ariane et Abdoulaye Ba. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Si tous les micros sont bien au point. Oui. Oui, c'est tout bon. Nous allons lancer l'enregistrement, c'est bon? Oui. L'enregistrement est lancé, les micros sont au point, c'est parti. Voilà, alors ne remets pas tout de suite, Estelle, la diapositive. D'accord. Voilà, parce que je tenais vraiment à juste revenir sur la raison pour laquelle je suis là. Donc, quand tu m'as contactée à l'époque, justement, pour en discuter, je ne savais pas en fait où je mettais les pieds, parce que c'est extrêmement vaste. C'est tellement vaste et on va le comprendre, en fait, justement, au fur et à mesure. Du coup, moi, j'ai pris une porte d'entrée totalement personnelle, en fait. Enfin, je ne me suis pas d'abord mise en exégète ou en critique ou en quoi que ce soit. J'ai essayé d'être plutôt cette élève, cette étudiante. Enfin, j'ai essayé de remonter dans cette période et j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que je m'étais intéressée, enfin, comment est-ce que le récit historique en littérature africaine avait fait pour m'intéresser, moi, à la littérature, enfin, à l'histoire du continent. Parce que, pour le dire, enfin, jusqu'à pendant très, très, très longtemps, en fait, l'histoire était une matière que je détestais, vraiment. Retenir des dates, retenir des noms, retenir des lieux, c'était compliqué. Je ne comprenais pas, en fait, justement, l'importance et l'impact que cette histoire pouvait avoir, enfin, l'histoire avec grand H, pouvait avoir sur moi. Et c'est vraiment jusqu'à ce que j'arrive dans mon master en littérature et civilisation africaine à l'université de Yaoundé 1 à l'époque, qu'on nous donne à lire, enfin notre enseignant de ce moment-là nous donne à lire le livre L'aîné des orphelins de Tierno Moné Nambo. Et L'aîné des orphelins, c'est vraiment le point qui va faire que ça change complètement tout pour moi, parce qu'il parle d'un événement, donc le génocide des Tutsis au Rwanda, qui s'est déroulé en 1994 et qui m'a énormément intéressée. Enfin, je crois que pendant des mois et des mois, j'ai essayé d'en savoir un peu plus, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Je me rappelle que je regardais la télévision quand j'avais 9 ans et que je voyais des images, mais je n'arrivais pas à faire les liens, je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Donc voilà, c'était vraiment pour dire que à partir du moment où j'ai lu ce livre, à partir du moment où il y a eu cette rencontre avec cet écrivain et sa manière à lui en fait d'apporter les choses, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire en fait de l'Afrique. Et c'est un peu ça que je voudrais justement c'est à partir de là, je me suis dit on pourrait partir de là lors de cette table ronde, cet échange, pour justement discuter des mécanismes qui sont mis en place, de comment est-ce que les écrivains font pour nous intéresser à l'histoire de l'Afrique à travers en fait justement leur écriture. Avant cela, je me suis dit, donc là, tu peux remettre le slide, Estelle. Voilà, et tu vas juste sur la page définition parce qu'il m'a semblé important, en tout cas, de au moins
comme ça, tout le monde, on peut partir un peu sur la même base, de voir un peu cette définition du récit historique qui va être une production textuelle dont l'intrigue fictive est centrée sur des personnages, des événements ou des périodes en fait complètes historiques qui sont totalement réelles. Le récit historique, ça permet d'évoquer le passé, de mêler la grande histoire, donc celle de la réalité, à la petite histoire qui est celle des gens et donc celle de la fiction. Je ne sais pas si M. Bas veut rajouter quelque chose à cette définition. Oui. La définition en général, je ne sais pas comment je vais présenter les choses parce que j'ai une présentation qui pourrait durer 7 heures, mais que j'ai réduit en 3 heures. Et pour le récit historique, pour le présenter, je voudrais quand même d'abord définir les genres de la littérature africaine et on va voir ce qui serait de la littérature et ce qui serait de l'histoire. Ça, c'était ma démarche. C'est vrai que c'est une formation qui prend 7 heures, qui intègre aussi histoire et littérature. Et quand on prend l'écriture ou l'histoire de l'Afrique, c'est très complexe. Donc, je ne sais pas si je peux vous laisser la parole d'abord. Après moi, je reviens pour présenter les genres oraux, faire la différence entre les genres oraux, essayer de voir les méthodes pédagogiques qu'on peut utiliser pour comprendre finalement les genres oraux. Et je pense que si on intervient d'un à l'autre, ça peut être, je ne sais pas comment dire, ça pourrait être très flou. Donc, je vous laisse d'abord définir le récit historique et par la suite, je pourrais revenir pour définir d'abord les genres majeurs, genres mineurs et les comparer. Finalement, qu'est-ce qui serait du domaine de l'histoire et qu'est-ce qui serait du domaine de la littérature et comment utiliser la littérature pour réintégrer dans l'histoire à partir des mythes. Je ne sais pas si ça fait sens. Oui, totalement. Voilà, c'était vraiment un peu aussi justement dans cette… c'était l'ambition un peu que cette présentation, que j'avais avec cette présentation, parce que je me dis que c'est important, oui, de revenir en fait justement sur cette définition de ces différents genres. Donc, on va d'abord continuer comme ça. Estelle? Allô? Estelle, tu peux mettre la prochaine slide? Oui, un petit souci technique, mais j'espère que ça va se faire. Voilà, alors donc, ce qu'on entend par… Non, avant. Voilà, juste les caractéristiques, à nouveau, il faut comprendre que dans le récit historique, on a l'écrivain qui va mettre en scène un passé extrêmement précis, un passé qui s'inscrit dans un contexte, et puis de ce contexte, en fait, justement, il va tirer une interprétation personnelle qu'il va faire justement de cette histoire. Et pour pouvoir faire cette interprétation, pour pouvoir construire quelque chose, il s'appuie sur des documents justement qui lui permettent de construire son instruit. J'ai écouté récemment Emily Boom qui nous racontait comment est-ce qu'elle a écrit son roman Les Maquisards, et c'est ce qu'elle a fait en fait. Elle est vraiment allée chercher énormément de documents, elle a essayé un peu de ce qu'il y avait de disponible en tout cas, parce qu'une des particularités, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de documentation disponible, mais en tout cas, elle a essayé vraiment de se renseigner. Et à partir de ce qu'elle a rassemblé, elle a construit une intrigue. Et la particularité de cette construction, c'est que ce n'était pas quelque chose d'extrêmement littéraire ou d'extrêmement plat comme on peut voir dans les livres d'histoire. Ce qui se passe, c'est que les livres d'histoire vont être très factuels, très logiques, très, voilà, à dire il y a eu tel événement à telle période, tel événement à telle période. L'écrivain, qu'est-ce que lui il fait? Il dit il y a eu cet événement, mais entre deux, il s'est passé aussi ceci. Donc, l'écrivain va remplir, en fait, justement, les trous que les documents officiels laissent avec son imagination, avec toute la fiction. Et donc, en termes de thématiques, on va souvent, en fait, retrouver des thèmes, justement, qui sont liés à des événements majeurs. Et il me semble que le récit historique tel qu'on l'entend, en tout cas en Europe, au 19e siècle, ça naît avec Ivanhoé, et ça va prendre ses armes de noblesse avec, je crois que c'est Émile Zola, ou bien… Des écrivains qui vont écrire en fait sur les bouleversements qui vont avoir lieu au 19e siècle en France. Voilà. Donc, les événements majeurs font que ils sont ancrés en fait dans cette réalité historique, dans l'époque dans laquelle l'écrivain, lui, va décider d'inscrire en fait son intrigue. Estelle? Voilà, pour ce qui concerne justement les mécanismes, un peu la méthodologie littéraire, on peut retrouver les personnages qui peuvent être réels ou fictifs. Et pour l'histoire, en fait, j'ai décidé à l'époque d'étudier
l'histoire du fou de Mongobeti pour cette raison-là, à cause des personnages et à cause de la manière de les nommer, ou de ne pas les nommer du tout. C'est extrêmement particulier en fait chez Mongobeti dans la mesure où il arrive en fait à nous faire deviner, à nous faire comprendre, à nous faire rapidement saisir de qui il s'agit. On a ça chez Mongobeti, on a ça chez Henri Lopez et chez d'autres écrivains, à nous faire saisir exactement de qui il s'agit sans forcément nommer, sans forcément clairement identifier, sans forcément dire, alors que nous, nous, les lecteurs, on arrive à facilement les identifier. Et c'est ce que je trouvais en fait d'extrêmement truculent. Ça a créé une connivence en fait finalement avec moi, c'est-à-dire que j'ai réussi à entrer dans cette histoire et à essayer de comprendre moi l'histoire de mon pays à travers la manière dont il parle des personnages qui sont encore en vie aujourd'hui, dont un certain président, on ne va pas nommer. Pareil, en fait, il y a l'histoire, on le vit à travers les émotions des personnages. Le cadre, je le rappelle, ça peut être complètement fictif. C'est de la fiction, c'est ce qu'il faut rappeler. Mais il y a un pendant qui se trouve dans la réalité. On arrive à identifier clairement de quelle réalité il s'agit. Souvent, ça peut être totalement nommé, mais souvent, c'est à nouveau très, très lourdement évoqué. En termes de temporalité, l'anachronisme, la rétrospection, parce que systématiquement, le livre commence un peu par la fin. Le livre dit, voici, nous sommes un temps de temps après ces événements, qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment est-ce que ça se construit? Et au final, ce qu'on peut dire du point de vue, c'est qu'il y a vraiment une lecture omnisciente de l'histoire. Mais cette lecture omnisciente, c'est l'auteur qui peut avoir cette lecture, pas le narrateur. Et le narrateur, en fait, c'est marqué, si lui, il a cette lecture-là. Ça fait un espèce de narrateur un peu qui est à la fois dans la diégèse et à la fois à l'extérieur de la diégèse. C'est très intéressant de voir comment ces mécanismes-là se mettent en place. Je peux passer à la slide suivante parce que voilà, c'est juste. Alors, cette slide, ce document, il sera à disposition. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai essayé de rassembler énormément d'éléments. On ne peut malheureusement pas tout dire, à nouveau, comme Sostène le rappelait tout à l'heure, mais bon, voilà, j'ai mis ça. Donc, en ce qui concerne, et je pense que M. Ba, il sera peut-être un peu plus approprié pour justement revenir sur cette naissance de ce qu'on appelle un récit historique. Je tenais à vraiment que vous preniez la parole ici, parce que souvent, ce qu'on dit, c'est que le récit historique tel qu'on l'entend aujourd'hui, donc dans la production littéraire actuelle, ça remonte aux écrits des anthropologues et des ethnologues qui parcouraient en fait l'Afrique de part en part. Donc, c'est-à-dire, on va vraiment situer ça à ce moment-là. On va situer ça aussi au moment de la naissance de la littérature africaine à travers le roman Batouala. Donc, à chaque fois, on remonte à cet endroit-là. Pourtant, M. Ba va nous en parler. Il existe quelque chose, en fait, qui n'a pas les caractéristiques que l'Occident essaye d'imposer, mais qui va utiliser un autre type de caractéristiques dont M. Ba va nous parler. Voilà. Exactement. Je voudrais d'abord partager, si vous permettez, un plan que j'avais présenté à une formation continue. Cette formation continue était destinée aux enseignants du DIP et je l'ai faite de 2013 donc à 2015. Et aussi, c'est une réaction, entre guillemets, que je dirais d'orgueil, parce que j'avais entendu un monsieur du Front National français, un certain monsieur Bruno Goldnich, qui disait qu'il y avait une hiérarchie entre les histoires par rapport à nos civilisations. Et puis le confirmer à la télé en disant qu'effectivement, que les civilisations africaines, on peut juste regarder la musique, c'est bum, 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 bum. En Afrique, il y a beaucoup de bruit, alors qu'ici, c'est beaucoup plus doux. Et ça aussi, ça m'a fait réagir. Et j'ai essayé de créer une formation continue qui prend en compte l'évolution des sociétés africaines au XIIe siècle en prenant appui sur Soundiata Keïta au XIIe siècle dans l'Empire mandingue. Et puis, je suis reparti dans les peuples du Nord, ce qu'on appelle les Icelanders Saga. Icelanders Saga, c'est tout ce qu'on appelle Danemark, etc., Suède, et comment ces civilisations sont formées. Et quand on voit l'évolution jusqu'au 19e siècle, effectivement, on se rend compte qu'on a la même démarche entre l'histoire aussi en Afrique qu'ici. C'est pourquoi, dans ces récits historiques, moi, j'ai préféré d'abord de distinguer tout ce qui est communication orale et comment concilier cette communication orale, la littérature, avec l'histoire. Parce que quand on regarde,
on va dire que les peuples tous n'écrivaient pas. On sait que jusqu'au Moyen-Âge européen, déjà, ce n'est pas tout le monde qui écrivait, ce n'est pas tout le monde qui lisait. Ça, c'est une autre histoire. On peut regarder même entre les seigneurs, les noblesses, les clergés, etc., 10% seulement qui pouvaient lire. C'est pourquoi même la Bible a été traduite était en latin, tout le monde ne pouvait pas lire. Et on sait qu'à partir de la réforme, qu'on va la traduire pour avoir accès à une meilleure connaissance. En Afrique, on veut dire que c'est pareil. Donc, on est dans l'idée que le peuple, en général, les autres peuples sont nés avec l'écriture et nous, on n'est pas nés avec l'écriture. Donc, si j'arrive à partager la communication PowerPoint, Ariane, je ne sais pas comment je pourrais t'envoyer la communication PowerPoint pour pouvoir présenter plus ou moins le plan que je veux aborder. C'est sur PowerPoint, il est là. Oui, si vous me l'envoyez par mail, on pourra travailler à partir de là. Ah, le mail, OK. Donc, je vais essayer d'envoyer par mail. Ce sera un peu compliqué. Je ferai la présentation d'abord, présenter sur les genres oraux. Mon plan, c'était comme ça, la communication orale, la mémoire institutionnalisée, la parole dans l'espace de la communication africaine, ce qu'on appelle les mythes. Et puis, je vais, en fait, revenir sur les genres de l'oralité. Sur les genres de l'oralité, et voir comment les reclasser dans l'histoire. Et dans les genres de l'oralité, j'ai essayé de distinguer les genres majeurs de la littérature africaine. C'est-à-dire que le conte, et je vais définir le conte selon Vladimir Prof, qui est un savant russe, la théorie aussi de Dennis Polm sur les 7 types de récits qu'on retrouve dans le conte africain. Et puis, on va parler du conte oral et la production des écrivains. Comment on va passer finalement le pont, comment on va quitter plus ou moins l'oral et passer à l'écrit. Et je vais aussi parler des premières productions des chercheurs africains. Et par la suite, je vais revenir sur le mythe. Mythe aussi, je vais essayer de définir le mythe aussi ici et que ce que ça fait dans l'étude en Europe, donc les mythes et mythologies politiques contemporaines. Je vais revenir aussi sur l'épopée, la légende et voir comment ça va influencer sur la littérature orale africaine. Donc, moi, je vais plutôt prendre une autre approche qui est plus ou moins l'enseignement de l'histoire, la pédagogie de l'histoire. La pédagogie de l'histoire, je pense qu'elle est un peu faussée après avoir fait la pédagogie de l'histoire au Sénégal, la pédagogie aussi de l'histoire, si vous voulez, en Suisse, je vois qu'il y a une différence fondamentale. Donc, nous aussi, aujourd'hui, Africains, Sosthène me dit, comment dire, je pense que comprendra ça, la seule façon aujourd'hui, c'est de changer, ce n'est pas la façon d'écrire l'histoire, mais la façon d'écrire la pédagogie de l'histoire en s'inspirant de ce que j'appelle des objectifs d'apprentissage de l'histoire ou bien de la grammaire de l'histoire. Si je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, on n'utilise pas la grammaire de l'histoire, on va tous tomber sur l'européocentrisme. Parce que quel est le point de vue? Je vais d'abord beaucoup insister sur ça. Et je pense que tous les États africains, ils doivent réécrire les programmes d'histoire africains vraiment par des spécialistes en prenant des gens vraiment. Je pense qu'actuellement, le Cameroun a une grande personne pour s'appuyer sur la réécriture de son programme d'histoire avec M. Sosthène, qui a eu la chance quand même de faire, comment dire encore, un doctorat, Dr Sosthène, qui a fait un doctorat en Suisse. Et aujourd'hui, je pense que tous les pays africains ont besoin de cette pédagogie pour remettre notre histoire. Voilà. Donc, en ce sens que je vais essayer de présenter la littérature. Pourquoi l'introduction dans la rencontre entre l'Europe et l'Afrique s'est imposée une perception de l'oralité. Cette perception de l'oralité passe par une opposition négative à l'écriture. Ceci à travers l'expression de peuple sans écriture. Alors, il s'ensuit généralement cette interrogation. Mais s'ils n'ont pas d'écriture, qu'ont-ils comme technique de communication? Il s'agit plus précisément de s'interroger sur les modalités de transmission du patrimoine culturel et notamment sur la mise en œuvre de la communication orale. Donc, la communication orale, en gros, si on peut parler comme ça, reste quand même une base fondamentale, effectivement, de la transmission de la littérature et de l'histoire africaine. Donc, cette communication orale aussi, il faut comprendre que dans cette communication orale, il y a des gens qui doivent transmettre et des gens qui doivent transmettre qui n'étaient pas forcément reconnus comme historiens et qui n'ont pas une démarche scientifique en s'appuyant évidemment sur des récits oraux. Et comme le dit Ahmed Baba, l'oralité est l'effet en tant que la cause d'un certain mode d'être social. Elle marque des rapports sociaux spécifiques en privilégiant certains facteurs de stratification sociale, tels que la détention de la parole qui fait autorité. L'initiation à des connaissances consistant en une sorte de savoir minimum garantissant l'individu.
Aujourd'hui, donc, ce qu'on remarque en Afrique, malgré l'adoption de l'écriture, l'oralité, quand même, elle reste prépondérante dans le continent. Je vais donner un exemple. Il y a quelques années, il y a un professeur qui s'appelle Ibader Thiam, dont vous avez entendu parler, qui est décédé, je pense, il y a l'année dernière. On leur avait demandé de réécrire l'histoire du Sénégal. Donc, l'histoire du Sénégal, ça posait pas mal de problèmes par la suite. Ce que je disais sur les questions des identités. Quand ils ont écrit en tant que scientifiques, c'est des marabouts qui sont intervenus pour dire que non. Dans ce que vous avez écrit en histoire, il y a des choses qui manquent. On voudrait que vous corrigez ça. Donc, c'est des historiens qui sont intervenus dans le domaine de l'histoire pour essayer de changer l'histoire. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que jusqu'ici, on utilise non seulement le mythe sans pour autant, le mythe peut être utilisé dans la compréhension de l'histoire. C'est un genre littéraire, mais qui peut être vu, qui peut être utilisé dans la transmission de l'histoire. Mais dans ce sens, il faut bien définir le mythe, comprendre le mythe. Sinon, ça va poser des problèmes. On est d'accord. On est d'accord, Monsieur Ba. Ah, est-ce que je suis désolée, je ne voulais pas vous interrompre. Juste pour dire qu'on avait quand même déjà pas mal traité le mythe avec la présentation de Monsieur, de Docteur Moubeke ce matin. Donc, si possible, on va garder cette partie plus courte pour qu'on puisse vraiment revenir sur les autres formes de récits préparés aussi par Ariane. Je suis juste très consciente du temps qu'on a et on ne va pas pouvoir réexplorer les mythes. Merci beaucoup, Monsieur Ba. OK. Donc, je vais laisser le côté mythologique qui a été fait. Je suis désolé, je n'étais pas là à la première heure pour effectivement savoir que il a été fait. Donc, je vais revenir donc sur la transmission de la parole. On peut distinguer d'une part la rétention pour la parole. Il n'y a pas tout le monde qui peut donner la parole. On peut d'une part distinguer la rétention qui se fait au moins essentiellement par une mémoire institutionnalisée en Afrique donc. Et de l'autre, la transmission dont la parole est le vecteur. Donc, quand je parle de la mémoire institutionnalisée qui doit transmettre l'information, comme on a dit. On avait vu que du passage de l'oral à l'écriture, et j'avais vu qu'il y avait des historiens universitaires qui avaient transmis effectivement en réécrivant l'histoire du Sénégal. Il y a d'autres qui sont intervenus. Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'en Afrique, d'une manière générale, on a institutionnalisé la mémoire, on a institutionnalisé la transmission. Donc, dans la plupart de ces sociétés africaines, donc, ça existe des personnes qui sont chargées de retenir et de véhiculer le savoir institutionnel, ce qu'on appelle d'une manière générale des dépositaires transmetteurs. Donc, non seulement l'écriture, elle permet à l'accès individuel au savoir, alors que dans les sociétés orales, si on remarque, les moments de communication orale se présentent sous forme de rites, en général, qui vont rythmer la vie sociale. Donc, les dépositaires transmetteurs incarnent plus ou moins la mémoire historique. Et qui sont ces dépositaires transmetteurs? Ce sont des griots, ce sont les sages et des personnes qui sont initiées. Et d'une manière générale, les gens... Il me semble que c'est vraiment un peu au cœur, justement, par exemple, justement, cette épopée de Soundiata écrite par Djibril Tamsir, qui va mettre beaucoup en avant, justement, cette parole, cette présence du griot, qui au final, parce qu'il y a énormément de disputes, il y a un moment entre Soumaoro et Soundiata, parce qu'il y a une guerre, en fait, entre les griots, une guerre d'appropriation, de réappropriation de qui va être le griot de qui, en fait. Exact, ouais. Il y a cette parole, et puis quand il y a le griot, et puis vous en avez parlé aussi d'Amadou Hampâté-Bâ. Pour Amadou Hampâté-Bâ aussi, il y a seulement les griots aussi, mais il y a aussi les sages, les vieux. C'est pourquoi, comme on dit en Afrique, quand un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, la fameuse formule d'Amadou Hampâté-Bâ. Donc, sous les professionnels, on a deux personnes qui doivent transmettre. Ce sont les griots, les sages et les initiés. Les initiés, ce sont en général les sages. Mais d'une manière générale, la transmission se répartit en deux groupes, ce qu'on appelle les professionnels et non professionnels. Les professionnels, ce qu'on dit, la mémoire institutionnalisée, et les non professionnels sont d'abord tous ceux qui présentent des attitudes particulières pour l'art élémentaire. Ce sont des contes, les formules infantiles, les proverbes. Et d'une manière générale, les femmes, elles occupent une place hyper prépondérante, une position privilégiée. Il y a ensuite les sages, les anciens, qui dévoilent la parole sérieuse. Donc, et ce qui se passe, en fait, c'est que, parce que de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, par exemple, avec Tamsir Niane,
il commence, non, c'est plutôt Chaka, je crois, où, voilà, il écrit son livre en 1905, mais c'est seulement en 1925, en fait. Il faudra attendre 1925 pour qu'il y ait une publication, pour qu'il y ait cette transmission-là. C'est pareil pour la parole féminine qui doit attendre les années 80 avant de commencer à s'exprimer, en fait, clairement, à occuper l'espace public. Enfin, de ce que je constate, c'est qu'il faut quand même un temps d'adaptation et que ce temps d'adaptation, un temps d'expression et tout, et que ce temps, en fait, il doit être offert finalement par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'était les colonisateurs qui ont apporté, on va dire, leur écriture, apporter leur langue, apporter leur manière, en fait, d'exprimer les choses. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait étudier ça. Ça existait déjà, c'est-à-dire c'est de voir dans ça, il faut voir comment on a basculé, je pense, on a basculé de l'écriture, non, de l'oralité vers l'écriture. C'est effectivement quand la colonisation va arriver, aussi quand les nouvelles religions vont être déjà avec l'avènement de l'islam, on va voir que ça va changer tout à fait le fondement. Je donne juste un petit exemple. La dernière bagarre entre Soundiata Keita et Soumaoro Kanté, par exemple, on va voir l'intervention d'éléments mystiques dans la bagarre parce que pour tuer Soundiata Keita, je pense, si je me rappelle, non, pour tuer Soumaoro Kanté, Soundiata Keita avait tout fait, mais il devait utiliser un ergot de coq qu'il devait faire sur sa lance, etc. Sinon, il ne pouvait jamais tuer Soundiata. Donc, on va observer, comment dire encore, l'intervention même de mystique, l'animisme présent déjà en Afrique qui était là. Mais un peu plus tard, on va regarder, on va voir qu'il y a une autre forme de lutte, il y a un changement de paradigme qui va arriver. Tout d'un coup, on va voir l'intervention de marabouts, je dis même avant la colonisation, les marabouts qui vont intervenir dans les récits oraux. Donc, on va voir qu'il y a une nouvelle civilisation, de nouvelles valeurs qui vont arriver en Afrique à partir du 11e, 12e siècle. Mais là, dans les autres récits, on ne voit pas le marabout qui va arriver. On va arriver au 17e, 18e siècle, on va observer quoi? On va observer, par exemple, je ne sais plus c'est dans quel conte, on va voir la présence de voitures, des citoyens. Donc, quand tu vois la présence aussi des citoyens, c'est des indicateurs qu'il y a aussi un autre changement de paradigme. On va voir aussi l'intervention de prêtres, évidemment, dans le récit oral. Dans ce sens aussi, on va observer qu'il y a une autre civilisation qui va arriver, donc au 12e, 19e siècle. On va observer le même phénomène aussi dans les peuples du Nord. Dans les peuples du Nord, avant, on va voir dans les sagas légendaires du Nord, Rampokel Saga, on va observer que d'abord, il y avait des sacrifices humains, des sacrifices, etc. Là, on va voir aussi la présence de l'animisme dans ces civilisations du Nord. Mais à partir du 12e siècle, on va observer que tout d'un coup, la loi va commencer à être couchée, c'est-à-dire elle va être écrite. Alors, écrite, exactement. Et puis, on va parler de Dieu, etc., etc. Donc, on va voir aussi un changement de paradigme au même moment. Donc, je pense que le récit oral, en tant que tel, il a toujours été là. Toutes les sociétés ont été orales. Mais à partir de notre événement, de notre phénomène qui va intégrer la société, il y aura même le changement de la façon dont le récit oral est dit. Donc, c'est un indicateur en tant que tel. Et donc, le récit oral, dans tous les cas, et ça, je pense que Estelle, tu peux passer à la slide suivante, ça fait partie justement de cette typologie, en fait, de comment est-ce qu'on envisage le récit historique. Encore slide suivante. C'est-à-dire qu'il y a finalement deux types de récits historiques qui vont émerger de cette manière-là. Cette première catégorie qui participe justement à l'affirmation de cette identité nationale à travers l'utilisation et la promotion en fait de héros, des héros qui sont extrêmement légendaires et qui vont commettre des faits d'armes autant légendaires, qui vont participer à la création d'une nation. J'ai vu votre vidéo d'ailleurs à ce propos. On en discutera, je pense, un peu en privé ou bien dans d'autres rencontres. Et puis, il y a aussi cette deuxième catégorie de récits historiques, malheureusement, que je souhaite qu'on puisse parcourir aussi un tout petit peu parce que c'est cette catégorie qui est un peu plus contemporaine de notre époque, qui nous concerne un peu plus et qui, selon, on va dire, plutôt un critère occidental, participe de la construction du passé, justement, à travers la fiction. C'est-à-dire que là, on ne va plus écrire en dehors de ce contexte-là. Le contexte fait partie de l'histoire fait partie du contexte,
on en a besoin pour évoluer, pour étudier. Je lisais un texte de Liliane Castelot qui disait à l'époque, les critiques, et pendant 50 ans, en fait, les critiques de ces littératures, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé d'étudier ces écrivains, enfin, les textes, en dehors de leur contexte de production, qui était principalement la colonisation, la mise sous tutelle, la néocolonisation, etc. Et ça a juste produit des effets dévastateurs parce que c'est impensable, en fait, d'écrire. Est-ce que tu peux revenir juste de 2 slides, s'il te plaît, Stan? 3 encore. Voilà, parce que moi, ça, c'est ma conviction, c'est que le récit historique de cette deuxième catégorie-là, de la participation, de la construction du passé, s'inscrit dans ce cadre-là. Il ne faut pas, enfin, pour moi, je suis totalement d'accord aussi avec Liliane Castelot, il ne faut pas détacher ces récits de ces environnements. Parce que c'est seulement à partir de là, en fait, qu'on pourra, nous, mieux en fait, traiter ce matériau. Les écrivains, à ce moment-là, quand ils prennent la parole, ce sont les premières générations, en fait, qui ont appris à écrire et à lire. Ce sont les premières générations qui ont voyagé, qui sont allés à Paris, qui sont appropriés le texte, la manière d'écrire et tout, et qui reviennent avec ces connaissances, qui les mettent en forme. On a ça avec justement le mouvement de la négritude dont on a déjà un peu parlé avant. Je ne vais pas revenir dessus. Et puis la maison d'édition Présence africaine, qui était aussi une revue à ce moment-là, qui va, dès 1953, commencer à dire, si on veut écrire, si on veut publier, de quoi est-ce qu'on va parler? Comment est-ce qu'on va se mettre au centre? Comment est-ce qu'on va se réapproprier la parole? Et c'était très intéressant parce qu'il y a cette question de la réappropriation et de la légitimation de son propos. C'est un truc qui s'est vu un peu plus tard. Là, je tenais vraiment juste à lire un peu ce petit extrait. C'est L'étrange destin de Wangrin. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. L'étrange destin de Wangrin, qui a été écrit justement par Amadou Hampâté-Bâ. Et ce qui se passe, c'est que ce livre, il l'a publié d'abord pour une première fois en 73. Là, j'ai une réédition. Et il y a eu en fait une critique où on disait que Amadou Hampâté-Bâ avait beaucoup trop en fait romancé son œuvre. Il avait rajouté beaucoup trop d'éléments dramatiques et que ça ne pouvait pas représenter la réalité. Et donc, voici ce qu'il répond. Depuis l'apparition de ce livre en 73, certains malentendus sont apparus ça et là, tant sur la personnalité réelle du héros que sur la nature même de l'œuvre. Je ne sais pourquoi cela, en dépit des précisions apportées dans l'avertissement, certains s'interrogent. Ce récit est-il une fiction, une réalité ou un habile mélange des deux? On admet généralement l'existence historique de celui qui s'était surnommé Wangrin, mais on pense que j'ai dû romancer quelque peu sa vie en y introduisant même pour corser l'histoire et lui donner une sorte de signification symbolique, un dosage subtil de tradition orale et d'événements surnaturels de mon cru. Voilà, je le répète donc pour ceux qui en douteraient encore, tout ce qui se rapporte à la vie même du héros depuis le récit de sa naissance, le récit de ses parents, en passant par ses rapports avec le monde, m'a été raconté par Wangrin lui-même dans une langue bambara souvent poétique, pleine de verve, d'humour et de vigueur, tandis que son fidèle griot Diéli Madi l'accompagnait doucement en musique. Au moment d'écriture de l'ouvrage, j'ai dû procéder à un nécessaire travail de montage et de coordination. Voilà, c'est vraiment ce qu'il va essayer de répondre à ce moment-là. Donc, ça nous ramène vraiment sur, au final, tout ce dont on a discuté et qui, à mon sens, mériterait des heures et des heures et des heures encore. C'est à quoi ça sert, en fait, finalement, d'écrire des récits historiques? Pourquoi est-ce qu'on écrit des récits historiques? On écrit des récits historiques parce que l'écriture est au moyen de présenter aussi une identité. Le nom évoqué souvent dans un conte ou dans n'importe quel genre de récit, ça peut créer une sorte de complicité culturelle qui souvent nous renvoie à un ancrage ethnique. Donc, dans la plupart des contenus, par exemple, des œuvres africaines, les recueils proposent des ensembles de textes, par exemple, d'une ère culturelle ou un corpus ethnique issu souvent du groupe de l'auteur. Parce qu'Amadou Hampâté-Bâ comprend Amkoulé, l'enfant Peul, etc., etc. Dans la première catégorie, on peut ranger par exemple Amadou Hampâté-Bâ, Conte initiatique Peul, il y a Kwesi Kenyem, Sosé, il y a Outamzi, il y a Bobo Ama qui est Songhai. Donc les auteurs, en général, les autres recueils appartiennent à la seconde catégorie. Mais certaines indications documentaires ou les noms propres de certains personnages renvoient à la langue de l'ethnie.
Par exemple, quand on prend Bodyel, ça peut dire le lièvre en peul, Kaku en anglais, l'araignée. Mais le travail de récréation à tout devait modifier la nature des contes et des formes originelles. Donc, aussi, en écrivant, ça va éliminer plusieurs choses de notre oral. Par exemple, élimination des formules d'ouverture et de conclusion. Quand on dit, par exemple, un conte, ça, on va enlever ça dans le conte. On va dire, par exemple, en peul. Il y a seulement, comment dire encore, un dialogue. Ce qui est dommage aussi dans l'écriture, il y a un dialogue entre, comment dire encore, entre la personne qui parle et son auditoire. Donc, en écriture, on n'a plus ça. Donc, il y a aussi une modification de style qui devient plus construit, même si certaines formes d'oralité subsistent encore. Il y a un développement important de la psychologie des personnes, de la valeur initiale du décor, mais il y a surtout le discours, c'est-à-dire le commentaire du narrateur sur son histoire, ce qui permet de mettre en évidence beaucoup plus dans les traductions. Donc, ce que je veux dire par là, le fait aussi d'écrire, ça change beaucoup, comment dire, ce qui est dommage, on perd beaucoup. On perd beaucoup de choses dans les interactions. C'est pourquoi j'ai un peu, comment dire encore, j'ai pas pu aborder la parole parce que ça faisait partie aussi, comment dire encore, de l'exposé. Comment la parole est perçue, par exemple, en Afrique. Aussi, si on regarde... il me semble que ça, c'est un travail que, par exemple, avec la scène littéraire, donc la structure dans laquelle je travaille, je pense que Estelle peut aller jusqu'à cette page-là. La scène littéraire, elle récompense en fait des écrivains, enfin, elle travaille à la promotion justement de ces écrivains qui vont saisir la parole, qui vont essayer de raconter vraiment de manière différente, de parler de cette histoire. C'est-à-dire l'histoire a une place extrêmement importante dans comment est-ce que la scène littéraire décide de récompenser les écrivains. La scène littéraire, c'est une structure qui en fait décerne un prix, mais qui va décerner un prix pour reconnaître cette parole, pour essayer de la mettre en avant. Il y a tous les livres, en tout cas, qui ont été récompensés, tous vont s'inscrire toujours systématiquement dans un contexte historique. Je vous encourage à les lire parce que ce sont des livres qui sont vraiment, vraiment fabuleux et qui donnent un peu des photographies des périodes, mais qui ne vont pas se limiter juste à ce cadre-là, parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va voir l'impact, l'influence qu'il y a encore aujourd'hui sur nos propres vies. C'est exactement la même chose qu'on retrouve avec les livres, enfin la trilogie, moi j'appelle ça la trilogie ou le trio, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, autour de la figure de l'indépendantiste Oumniobé. J'y tiens particulièrement parce que c'est l'histoire de mon pays, une histoire que je ne connaissais absolument pas et que justement je vais aussi découvrir en fait à travers l'écriture de Mongobeti, à travers l'écriture de Emile Boom et surtout, comme Max Lobé ici nous le dit, il dit pourquoi est-ce que j'essaye de comprendre en fait, pourquoi, c'est sa cousine qui lui pose la question, pourquoi cherches-tu à comprendre cette histoire? Et lui qui dit, mais en fait, lui qui se questionne pareillement, qui dit, en fait, on ne me l'a jamais raconté, est-ce qu'on me l'a caché? C'est vraiment ça. Donc, il y a cette volonté de dévoiler ce qui a été caché, il y a cette volonté de témoigner à propos de ce passé, de pouvoir empêcher les réécritures, comme ce qu'on voit avec le Rwanda, où malheureusement, où il y a une entreprise actuellement de réécriture du génocide. Pour vous dire, les événements datent d'il y a à peine 30 ans et il y a déjà un travail de réécriture là-dessus. Donc, je ne sais pas ce que vous avez envie de dire, peut-être pour clore la discussion, si on veut pouvoir laisser la possibilité aux gens de poser des questions. Si vous avez envie de dire un mot à propos du travail que du travail de l'écrivain aujourd'hui, qui peut se porter comme un témoin, qui peut prendre la parole pour essayer de fixer, en tout cas à sa manière, l'histoire. Moi, je dirais plutôt, au lieu de parler de réécriture, moi, je vais parler de réactualisation, n'est-ce pas? Des réactualisations qui ont souvent quand même une fonction idéologique. Parce que, comme j'avais dit au début, il ne faut pas oublier quand même que l'auteur qui écrit, il vient d'une certaine culture et qu'il vient d'une certaine histoire et il a été influencé, ce qu'on appelle une conscience historique, si je mélange un peu l'histoire. Il a un passé, il a un présent, et il va voir qu'il y a un changement de paradigme. Donc, comment intégrer sa culture, son vécu dans ce changement de paradigme pour plus tard avoir une place. Donc, on peut regarder même
cette réactualisation, comme le dit dans les légendes africaines de Dadje, par exemple, Nouri Tijani, Serpos note qu'il y a, lui-même, il dit qu'il y a des réactualisations, comme il le dit, et qui ont souvent une fonction idéologique. Il montre, par exemple, la légende Baoulé, disons, montrant la fuite devant l'envahisseur. Le sacrifice, par exemple, du prince, on peut regarder dans Boubouama pour sauver la tribu, l'appel à la révolte sous le règne de l'araignée, ce qu'on appelle, on peut regarder souvent dans les contes de la forêt. Ces indices, selon lui, participent souvent à la montée des nationalismes durant la période coloniale. Donc, il faut réactualiser les contes, les récits, changer même les récits, certains récits même, on va tout à fait les changer, les réécrire pour motiver effectivement la population à se révolter ou bien pour retrouver sa place dans ces histoires. Donc, on va regarder aussi que tous ces auteurs, en préservant un minimum de coloration folklorique, s'arrangent pour mettre en évidence une portée morale, une portée philosophique, une portée universelle à leur récit, donc en les carquant sur des archétypes qu'on peut retrouver ailleurs. Okay. Bien, juste, si vous permettez, Ariane et Abdoulaye, je vais juste profiter, voilà, j'ai le mauvais rôle, celui de regarder un petit peu le temps qui file. Donc, je vais un petit peu profiter pour vous relancer justement à partir d'un certain nombre de questions sur lesquelles justement vous pourrez approfondir ce que vous présentez à partir, enfin, en combinant avec ces questions-là. Donc, certaines sont déjà là, en attendant et en espérant qu'elles viennent au fur et à mesure dans le chat. Et puis, en attendant ça, peut-être que je vais profiter pour vous relancer, moi déjà. C'est déjà justement une chance de vous avoir, d'avoir une photographe, chorégraphe, un artiste slammer, mais surtout tous les deux enseignants. Et je vous relancerai du coup sur la question de la transmission, notamment de cette littérature très importante, très dense par ailleurs. Quel serait donc le rôle des écrivains, comme c'est relevé là dans la transmission de cette histoire? Parce qu'il s'agit évidemment de l'histoire de l'Afrique. Alors, moi, pour répondre, je crois que je vais un peu, je vais voler les mots de Emile Boom qui dit qu'il y a une vulgarisation à faire en fait de cette histoire. Et ça, c'est le rôle, c'est le travail justement d'un écrivain qui a cette capacité de se saisir des événements pour les raconter, pour les présenter d'un point de vue qui va créer la connivence chez le lecteur. Si on parle d'Emile Boom elle-même, dans son roman Les Maquisards, elle va prendre une entrée très intime, très intimiste, parler du rôle de la femme dans le problème des indépendants, pendant la période des indépendances, de la lutte des indépendances. Si on prend la porte d'entrée de Mongobetti, c'était plus par l'humour. Et je pense que chacun, un peu à sa manière, possède une arme qui fait qu'il va pouvoir toucher tel type ou tel type de public. Et c'est vraiment ça son travail, c'est qu'on ne peut pas encore, pour moi personnellement, on ne peut pas encore être dans la pratique de l'art pour l'art où on va joliment afficher quelque chose en disant « Ah non, mais en fait, j'ai envie de le construire à l'extérieur de ce qui se passe. » Et les écrivains, les écrivains actuels aujourd'hui, qui écrivent sur cette période-là que nous connaissons aujourd'hui, écrivent sur la migration, écrivent sur leurs propres histoires. Et je pense que c'est important de pouvoir faire ça, pour pouvoir transmettre quelque chose d'extrêmement important aux futures générations, ou comme Boubacar Boris Diop le dit, inscrire dans la durée pour que, au fur et à mesure, les gens se réapproprient, les gens puissent à leur tour raconter cette histoire. Oui. Exact, oui, je suis tout à fait là. Comme on a dit aussi, c'est souvent réactualiser l'histoire et aussi voir quelle forme d'écriture qu'on veut, quelle forme de récit qu'on veut transcrire. Parce que la façon, par exemple, de transcrire un mythe, la façon de transcrire un conte va tout à fait changer. Parce que le mythe, par exemple, d'une manière générale, il ne va pas bouger, il va rester le même mythe. Alors, comme on a dit, que le conte, souvent, on peut le réactualiser, n'est-ce pas? Donc, en général, aussi, il y a un effort des écrivains qui doivent regarder quel genre de récit que je vais transmettre. On sait que d'une manière générale, l'histoire de Sundiata, telle qu'elle est racontée du XIIe siècle jusqu'au XIXe siècle,
il n'y a pas beaucoup de lignes qui ont changé. Par exemple, mais dans les contes, c'est pourquoi je voulais d'abord, au début, c'était de présenter ces récits oraux, ceux qui doivent bouger et ceux qui ne doivent pas bouger. Le conte, en général, il bouge. Mais tout ce qui est mythe, ça bouge peu. Légende, ça bouge peu. Les épopées, en général, ça bouge peu. Parce que qui raconte ces histoires? Ceux qui racontent ces histoires, ils doivent vraiment les garder, même si on sait qu'il y a une part, d'une manière générale, d'appartenance, mais ça reste gardé. Mais par contre, le conte, comme on l'a dit, il a plusieurs fois évolué avec l'avènement de l'islam en terre africaine, avec l'avènement du christianisme en terre africaine et avec la colonisation. Actuellement aussi, même le conte va bouger avec l'avènement d'Internet, etc., etc. Mais la mythologie de Soundiata Keïta, comme quoi que jusqu'à 7 ans qu'il ne pouvait pas marcher, il a pris un baobab, déraciné un baobab qu'il a présenté devant la, devant la case de sa mère. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, chez les Mandingues, on voulait trouver un sauveur, quelqu'un, un unificateur. Donc, il fallait trouver un unificateur sur Soundiata. Voilà, je suis un peu tenté de revenir sur le mythe. Pourquoi? Tout simplement parce que le but du mythe aussi, c'est de donner un sens à l'histoire et un destin au héros. Donc, il fallait donner un sens à l'histoire mandingue et créer un sauveur, ce qu'on appelle le mythe du sauveur, qui serait Soundiata. Et Soundiata, le but du mythe aussi, il y a deux choses. Le but du mythe, c'est donner des attributs surnaturels à la personne. Donner ces attributs surnaturels, c'est pourquoi on va voir que Soundiata, surnaturel et surhumain. Parce qu'il n'y a aucun humain qui peut, ce que je dis dans mes classes aussi, qui peut déraciner un baobab, surtout s'il est infirme, et le planter devant la case de sa mère. Mais tous les Mandingues, en ce moment, et qui sont militants, ils croient à ça, n'est-ce pas? Donc, il y a ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas dire que non, finalement, on a évolué sur le plan scientifique, c'est impossible de déraciner un baobab et de le planter. Le but, il reste, n'est-ce pas? Et tout le monde y croit. Donc, le but aussi de ça, c'est pourquoi je dis que la réécriture, il faut voir les formes qu'on a. Donc, le but du mythe, donc, on va dire encore, c'est de le laisser tel qu'il est, ne pas essayer de le déformer, sinon il n'aura plus aucun sens, n'est-ce pas? Et aussi, dans ce mythe, toute personne qui est à l'intérieur du mythe, il peut le croire, il n'y a pas de problème, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, mais si tu es à l'extérieur du mythe, il n'a aucun sens, il n'a qu'un sens desséché et qui n'offre aucun truc, si tu le veux comprendre d'une manière scientifique. Mais quand tu es à l'intérieur du mythe, tu le crois. Je vais donner un petit exemple que je dis aux élèves. Je dis aller en Inde. Chaque année, il y a des personnes qui vont quitter des milliers de kilomètres pour aller se baigner dans une rivière sale en pensant que si nous, on doit là-bas, on va dire « Ah, moi, c'est sale, je ne vais pas me baigner là ». Mais eux, ils pensent que si tu te baignes cette rivière, tu es sauvé par toute l'année, ta famille est sauvée par toute l'année, eux, ils vont s'y baigner parce qu'ils y croient. Chez les Mandingues, pareil. Donc, le mythe, il ne bouge pas. Mais le conte, on peut tout à fait le changer, le modifier, etc., etc. N'est-ce pas? Oui, voilà, tout à fait. Alors, c'est vraiment ça, il me semble. Ouais, donc, il y a des récits, ça dépend des récits, ce qui est permis, ce qui est coincé, etc., etc. Donc, c'est de regarder peut-être une fois, je ne sais pas, dans une conférence, de regarder vraiment les récits oraux, les formes de récits oraux, pour comprendre comment aujourd'hui l'histoire africaine, elle peut s'appuyer effectivement sur les gens oraux, ce qu'a fait le mythe, on a vu le mythe de Sisyphe, le mythe de Hammurabi, etc., etc., qui se retrouvent pourtant dans, comment dire encore, dans la littérature, dans l'histoire européenne. Mais nous aussi, c'est de prendre ces mythes d'une manière scientifique, ces contes peut-être d'une manière scientifique. Ça demande aussi un travail d'ethnologue, ce qu'on appelle de l'histoire globale, parce que quand on veut enseigner aussi l'histoire, il faut procéder à l'histoire globale. L'histoire globale implique l'usage de certaines techniques comme la philosophie, comme la sociologie, comme l'ethnologie, comme l'ethnographie, etc., etc. Voilà, c'est ça, il me semble. Justement, exactement. Désolé, Ariane. Justement, j'allais rebondir là-dessus parce que dans le chat, justement, puisqu'on parle de cette question de la transmission et de l'intérêt de reprendre en compte ces questions-là, il y a justement des participants qui se demandent comment justement introduire ces récits, cette littérature africaine-là pour les plus jeunes, dans le sens où voilà, il faut bien intéresser également les jeunes. Alors du coup, est-ce qu'il y aurait déjà des matériaux, des ressources disponibles? Est-ce qu'il y aurait déjà des lectures à conseiller? L'un ou l'une après l'autre? Oui, vas-y, monsieur Bach. Moi, je pense que, comme j'avais dit, c'est pourquoi je dis que tu as du boulot à faire au Cameroun, c'est de procéder
par des objectifs d'apprentissage, par la grammaire de l'histoire. On en a 7 points. Lien passé-présent, étrangeté du passé de l'autre, les sources, n'est-ce pas, les échelles, histoire et médias, etc. etc. Par exemple, et pour enseigner, pardon, monsieur Bach, je me permets, hein, parce que si je comprends bien, en fait, la préoccupation des personnes qui ont posé ces questions, en fait, dans le chat, c'est-à-dire il leur faut une porte d'entrée qui soit presque immédiatement, en fait, envisageable, presque immédiatement touchable, et très simple, en fait, parce que peut-être que vous l'amenez partir dans la grammaire ou dans une étude beaucoup trop vaste, ça pourrait être problématique pour une petite fille de 9 ans qui tout à coup veut se mettre à découvrir cette littérature. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer? Moi, je pense que ce qu'on pourrait leur apporter, et c'est ce que moi j'ai eu depuis toute petite, c'est un livre que ma mère, elle m'avait donné quand elle a eu 20, elle avait 20 ans et puis elle me l'a donné quand j'ai eu 3-4 ans. J'ai commencé à lire et à former mon esprit à ce moment-là. C'était Les Nouveaux Contes d'Amadou Koumba. J'ai encore le livre qui a bien une trentaine d'années, qui est très, très vieux. Et commencer par les contes, en tout cas pour les enfants, ça peut être très intéressant. Dans le document qu'on va vous mettre à disposition, j'ai réuni une bibliographie sélective un peu pour certaines périodes de l'histoire contemporaine de l'Afrique qui mériteraient qu'on s'arrête et puis qu'on étudie ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Et ouais, voilà. Mais ça reste littéraire quand même. Par contre, si on dit étrangeté du passé de l'autre, c'est une histoire qu'on trouve étrange, c'est un récit qu'on trouve étrange, mais dans le point de, comment dire encore, dans un point de la grammaire de l'histoire, étrangeté du passé de l'autre, ces peuples, ils y croient. Donc, si tu ne crois pas, c'est étrange pour toi, mais pour ces peuples, ça reste une histoire. N'est-ce pas? Je dis, oui. C'est vrai que pour les petits-enfants, on peut faire des dessins animés, des films de dessins animés, c'est comme ça que l'histoire se glisse tout à fait sur les sociétés, dessins animés, de petits livres, etc., etc. Mais si on peut rendre cette littérature un peu plus scientifique, je pense en abordant, par exemple, les points de la grammaire de l'histoire, en abordant ces questions sur l'étrangeté du passé de l'autre, ça peut paraître étrange d'une manière scientifique, mais quand même, ça reste une histoire pour ces peuples, ce qu'on a observé, par exemple, en Europe, par exemple, je pense. Oui, justement, par rapport à ces bandes dessinées, le mot est sorti parce que, justement, pour ma part, en tout cas, j'ai un peu appris par rapport à ces bandes dessinées. Je n'ai peut-être pas la référence exacte, mais c'était à la fois des bandes dessinées, mais aussi des contes qui reprenaient vraiment l'imaginaire, les mots, le langage de la société, sachant que parfois les contes importés ne reprennent pas ces mots et les tout petits doivent faire un double travail. D'abord, un travail de lecture de ces nouveaux objets, mais maintenant un travail d'adaptation par rapport à leur réalité, ce qui n'est pas incompatible. Justement, c'est tout là. Oui, Ariane, oui. Non, mais c'est ce qu'on voit en fait avec, typiquement, si on prend l'exemple des fables de La Fontaine, je sais que je n'ai pas besoin forcément de prendre cet exemple parce que des fables et des légendes, nous en avons aussi à foison. Mais si on prend l'exemple des fables de La Fontaine, on a vraiment cette première lecture qui va se faire justement dans la tendre enfance et qui va s'améliorer, qui va s'affiner en fait avec le temps qui va passer. Donc, c'est exactement la même chose avec une première porte d'entrée qui va constituer à la lecture des contes pour accéder progressivement au savoir que ça dégage. Et je comprends ce que vous voulez dire par la scientifisation, si je me permets ces néologismes, de ce savoir-là. C'est encore tout un travail qui est à faire. C'est un travail qui est en cours de développement. J'ai été très contente parce que en faisant des recherches sur cette conférence aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée sur YouTube, en fait, et contrairement à ce qui s'est passé, à ce qui se passait il y a 5 ou 10 ans en arrière, là, il y avait une grande présence de vulgarisateurs, on va dire, africains, qui ont décidé d'utiliser cette plateforme, qui ont enfin décidé d'utiliser cette plateforme pour pouvoir justement parler de littérature et de récits africains. Ce que disait Soyinka, le tigre n'a pas besoin de réclamer sa tigritude, il sursoit sur sa proie et la dévore. Donc, voilà, en gros, exactement, oui. Mais aussi, toujours, moi, mon but, effectivement, dans l'avenir, c'est de transformer tous ces récits qui restent littéraires en récits scientifiques.
Et moi, je suis convaincu, hein, c'est peut-être que c'est mon côté un peu pédagogue, et je suis convaincu qu'avec la grammaire de l'histoire, on peut facilement glisser certaines histoires qu'on trouve bizarres chez nous. Dites, OK, vous avez regardé, dans tous les peuples, il y a des mythes, et qui trouvent dans leur histoire, qui se trouvent dans leur histoire. Nous aussi, nos mythes aujourd'hui, les historiens africains, comment réécrire les mythes pour qu'ils fassent un sens peut-être déjà jeune, hein, déjà petit. On va écrire ces mythes sous forme d'histoire dans de petits livres et qui pourraient être développés en enseignement supérieur. Comment aussi réintégrer l'histoire africaine dans une histoire universelle qui puisse être enseignable. Pas seulement des histoires basées sur des mythologies, pas seulement des histoires basées sur des mythes, mais vraiment des histoires scientifisées, entre guillemets, si je peux dire comme ça, des histoires scientifisées et qui puissent convaincre à ces personnes, regardez, il y a une dimension du mythe, mais aussi il y a une dimension réelle. Sinon, ça va toujours rester une histoire orale qui n'aura pas le sens, comme disait Hegel, auquel aussi je vais... sera exotique. Oui. Alors, puisqu'on parle d'exotisme, pardon, peut-être pour vous relancer une fois de plus, puisque une fois le mot exotisme est sorti, Estelle a partagé juste dans le chat une ressource qui parle de ramener l'aspect individuel, la plus petite des focales, dans l'histoire du monde et ce, dans la classe d'histoire. Je voudrais profiter de ça pour relancer sur une question qui a été posée en amont à la discussion par rapport au récit historique, celui de l'histoire africaine dans des classes, mais aussi dans des classes du monde, par rapport à son utilisation. Qu'est-ce que les différents panélistes en pensent? Alors, pour la petite histoire, quand j'étais à l'université ici, donc à Genève pour mon master, ce qui se passe, c'est que j'ai eu la possibilité de suivre le cours d'un monsieur qui s'appelle Sébastien Eniger, qui était assistant alors à ce moment-là. Et c'était très difficile, en fait. C'était extrêmement difficile pour lui de tenir ce cours, d'introduire les littératures africaines. Il n'y a pas assez de temps, ce n'était pas suffisant. On avait une leçon par semaine, c'était un séminaire d'1 heure et demie, c'était par semaine et c'était sur 6 mois. Il n'y avait pas assez de temps. Donc, je pense que pour l'enseigner dans les écoles, pour l'enseigner dans les classes, il faut faire déjà attention en fait avec cette donnée-là, c'est que ce n'est pas une histoire comme on pourrait le penser avec les littératures occidentales où tout est posé, tout est fixé, et même, ça c'est encore à discuter aussi, c'est une histoire qui est en train de se construire, qui va encore dans tous les sens, qui a encore besoin de cette structuration-là et qui ne peut pas être juste approchée de manière, comment est-ce qu'on dit ça, de manière tranquille en fait. Voilà, on ne peut pas juste l'approcher de cette manière-là, il faut prendre conscience de la complexité de ce que ça représente. C'est possible de l'enseigner, c'est possible d'utiliser les écrivains, leurs œuvres, en n'oubliant pas de les inscrire dans leur contexte de production et de réception, en fait. Voilà. Et donc, tu rejoins le facteur qu'on appelle le cross-reading literature. Le cross-reading literature, quand tu ne peux pas, par exemple, lire une littérature africaine, c'est aussi la démarche de l'énologie qui appelle ça observation participative. Tu ne peux pas lire une littérature africaine, par exemple, de Wole Soyinka, ou bien une littérature africaine de Peter Abrahams, etc., en te basant sur des concepts européens. Donc, voilà, c'est impossible. Même aussi en se basant, il y a aussi en histoire qu'on appelle espace et temps, comprendre la littérature africaine avant la colonisation en se basant sur des références actuelles, parce qu'on n'a pas la même dimension. Je vais juste donner un petit exemple. Donc, c'est de comprendre d'abord le fondement de cette littérature, procéder à une démarche pédagogique. L'exemple que j'avais donné, j'avais fait une spécialisation en littérature africaine, ça c'était à Dakar. Les premières œuvres de Wole Soyinka que j'avais lues, Dance of the Forest, je n'avais rien compris. Pourquoi? Parce qu'il y a un paradigme. Dans Wole Soyinka, Dance of the Forest, tu vas lire une œuvre, par exemple, parce que je n'avais pas compris. Parce que pour moi, la vie, tu naissais, tu grandissais et tu mourais. C'était comme ça qu'on m'a éduqué. Mais dans Dance of the Forest, tu vas lire Dance of the Forest, tu vas avancer, il n'y a personne qui meurt au chapitre 4, tu vas le retrouver au chapitre 15, avec 150 ans. Il a 150 ans. Parce que la personne s'est réincarnée, en fait. Donc, quand on lit ça avec la mémoire, même actuelle africaine, tu dis que maintenant, ce n'est pas possible. Comment une personne peut mourir et revenir finalement dans une œuvre? Parce que cette personne s'est réincarnée dans un autre membre de la famille. C'est tout l'œuvre Dance of the Forest, c'était comme ça. Je n'avais rien compris.
jusqu'au moment où on m'initie à la littérature africaine, sur la cosmologie africaine. Là, je dis, là, je comprends. Oui, donc, tout à fait. Là aussi, un paradigme, le paradigme temporel et le paradigme spatial, d'abord. Je pense qu'une introduction à cette littérature, une introduction à ces formes de société, comprendre la démarche ethnographique de ces sociétés, c'est hyper important. Sinon, je pense que voilà, il y aura plein de choses qu'on va comprendre. Bon, c'est une cas, d'autres vont avoir une vie linéaire, d'autres circulaires, et dépendant des ennemis aussi. Un autre aspect que je veux aborder ici, c'est juste dans le conte. Quand tu prends dans le compte, la fonction de l'araignée et la fonction de lièvre n'est pas la même chose dans les peuples de forêt et dans les peuples de savane, n'est-ce pas? On va voir que dans les peuples de savane, chez nous, c'est le lièvre. On appelle ça le lièvre dans nos contes, les contes d'Amadou Koumba. Mais quand tu parles de Kankou Anazé, tu vois, c'est l'araignée, l'animal intelligent. Donc, tu peux lire le même conte, mais qui n'a pas la même fonction d'une région à une autre. Donc, se pose la dimension temporelle, mais aussi la dimension spatiale, dans la mesure où on n'a pas aussi même la même forme de société, une société circulaire où il y a une réincarnation et une société linéaire. Donc, je pense que c'est des aspects, il faut lire l'entendement, comment comprendre cette littérature. Sinon, on passe à côté de plusieurs choses, moi, je pense. Oui, justement, par rapport à des exemples, le document final sera disponible, bien entendu. Les comptes que Abdoulaye vient justement d'évoquer, est-ce que ça serait possible dans ce document-là de proposer justement pour tous ceux qui manifestent leur intérêt pour intéresser et introduire ces lectures chez leurs enfants, mais aussi dans les salles de classe, pour ceux qui peuvent le faire? Ça serait vraiment super intéressant d'avoir cette liste, enfin une liste de ressources adaptées. Si ça existe, je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est disponible et accessible. Oui, oui, tout à fait. J'ai déjà mis quelques exemples dans le slide dans tous les cas. Et au final, ce qui se passe, c'est qu'on ne vit pas en dehors en fait, de son monde, comme M. Abdoulaye Ba nous l'a rappelé, et comme je pense que Momar aussi nous l'a rappelé, c'est qu'il faut prendre conscience que ces récits vont trouver une source dans la vie quotidienne au final de certaines personnes, de certains individus, et que les lire en fait sous le prisme de l'exotisme, c'est faire complètement fausse route dans ce cas. Et aussi ne pas oublier que le but du conte quand même, c'est de transformer, de changer l'imaginaire social. Entre ces contes qui ont été émis, c'est le conte aussi, dans le conte qu'on va redécouvrir la notion du bien et du mal, comment changer l'imaginaire social, tous les récits oraux, c'est ça leur but. Donc aussi, si on prend ces contes, actuellement, ils peuvent ne pas avoir de sens. Est-ce qu'on a aujourd'hui l'intérêt du même imaginaire social en Afrique par rapport à ces contes africains dans le passé? C'est toute la question qui se pose aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, certaines choses qu'on valorisait dans le passé, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire social, ce sont ces mêmes choses qu'on valorise? Donc, aussi comprendre la fonction du conte, comprendre aussi la société du mot, excusez, d'où émerge le conte, est hyper intéressant. Et en ce moment aussi, ça change de paradigme. Donc, il y a un changement constant aussi dans le conte auquel il ne faut pas aussi oublier par rapport aux besoins de la société africaine, aux besoins de l'imaginaire social, aux besoins des horizons d'attente, si on peut parler, on peut mélanger histoire et littérature, des besoins des sociétés futures. Et pour finir, je pense qu'il faut libérer les gens, c'est parce que j'ai vu juste la question là tout de suite, s'il y a 2 romans en tout cas que je peux déjà commencer à recommander. À nouveau, il y a un slide, il y a énormément de références dans ce slide-là. Il y a le livre de Chinua Achebe, Le monde s'effondre, qui est un livre extrêmement fondateur dans tout ce qui concerne les récits historiques, justement. Et puis, un livre que j'ai adoré, qui s'appelle Le soleil des indépendances, de Amadou Kourouma, qui est tout aussi fantastique. Enfin, je pourrais lister durant des heures tous ces livres-là, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. Merci d'ailleurs à Estelle qui a copié un certain nombre dans le chat et qui permet de répondre aux différentes questions sur des exemples de livres. Merci aussi à Caroline pour le récit fait par Isabelle Allende, si je prononce bien, sur l'île sous la mer.
Oui, voilà. Il y a Magali Juscastro qui demandait si on connaît des contes, des récits ou des histoires qui ont été enregistrées. Je sais qu'il y a eu un travail dans les années 90 déjà de commencer à enregistrer ces contes-là. Aujourd'hui, avec les capacités qu'on a aujourd'hui d'enregistrement, sur YouTube, il y a plein de gens qui ont posté énormément de vidéos. J'ai fait la même chose. J'ai posté des contes que j'ai lus, en fait. Voilà. Si jamais J'allais justement te demander, Ariane, j'ai cru reconnaître ta voix sur des comptes d'Amadou en Pateba. C'était pas noté que c'était toi qui lisais, mais je me suis dit, ça c'est Ariane. Est-ce que je me trompe? Je suis dans un projet de... Non, pardon. Je suis dans un projet d'enregistrement de contes, mais à traduire, raconté par ma mère en 2001, que j'avais encore mis en slam, mais que j'ai pas encore, voilà, j'ai pas encore posté. Et il y a un conte aussi excellent d'Amadou Ampateba, La querelle de deux lézards, où il n'y a pas de petite querelle. Justement, c'est celle-là que j'avais entendu la voix d'Ariane, reconnu la voix d'Ariane. Débusqué, chère Ariane, on t'a reconnu. Et donc, voilà, allez-y, monsieur Ba. J'ai envie de dire justement à tous les Africains qui sont autour de la table là que voilà, saisissez-vous des contes qui font partie de votre culture adoptive ou de votre culture ancestrale. Enregistrez-les, partagez-les, surtout si vous connaissez la mélodie des chansons, etc. Nous sommes tous des vecteurs culturels. Donc, j'ai envie de dire merci à Sostène d'avoir dirigé la session, de dire merci, un merci immense à Monsieur Ba, qui est un vrai livre ouvert. Nous avons vraiment besoin de continuer cette conversation, peut-être dans un entretien filmé qu'on pourra mettre en ligne. Merci à Ariane pour le travail culturel que tu fais avec la scène littéraire, pour ta passion de la littérature que tu partages et que j'avais saisi justement dans un moment avec la scène littéraire quand tu parlais d'un livre de l'écrivaine gabonaise Charlie Effa, Naître. Et je me suis dit à un moment, il faudra qu'elle vienne parler littérature à Ali. Donc, merci beaucoup pour ça. J'ai envie aussi de conclure après ces merci en disant que le récit historique continue, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, non seulement parce que nous sommes des vecteurs de ce récit, mais aussi parce que nous pouvons continuer à lire les expériences des personnes des personnes africaines qui les partagent. J'ai envie de partager une image avec vous, donc je vois si tout de suite si c'est possible. Oui, tout à fait. Vous voyez ce slide, ce sont mes lectures favorites. Merci, un petit clin d'œil à Maïté qui allait faire le collage pour moi sur Internet. On ne parle pas simplement de fiction quand on voit une œuvre comme Nous devrions tous être féministes. C'est en quelque sorte un récit historique parce que dans cet essai, Chimamanda Ngozi Adichie raconte en fait beaucoup sur la structure de la société africaine et en plus fait une proposition sur comment est-ce qu'elle peut évoluer. Il y a des beaux romans comme Homegoing qui s'appelle, je pense, No Home en français, qui retrace l'histoire ouest-africaine autour de l'esclavage, qui est écrit de manière assez magistrale, Kintu, magnifique. Et on parle aussi même de romans comme, merci Monsieur Ba qui nous montre les Éthiopiques, et de romans comme, de non-fiction comme Traveling While Black, où des femmes africaines racontent leur histoire contemporaine. Qu'est-ce que c'est d'être une femme noire dans l'espace public aujourd'hui? C'est contemporain, mais bientôt ce sera historique. Pour dire que nous sommes tout le temps en train de réécrire cette histoire, nous devons nous considérer comme vecteurs en la produisant aussi, en la lisant, en la partageant. Et surtout, je veux terminer à 45 en disant nos enfants en ont besoin, nos enfants africains, nos enfants non africains, nous avons besoin de produire de l'histoire africaine afin de ne pas rester dans les marges, mais d'occuper notre place centrale.
centrale culturelle que nous méritons. Voilà. Sosten, est-ce qu'on a tout dit? On a tout dit. C'était tout l'intérêt et la beauté d'avoir des artistes et en même temps enseignants dans le panel. Merci à tous les deux. C'était évidemment intéressant et comme Estelle l'a dit, l'espoir c'est que la discussion puisse être prolongée, peut-être dans le cadre d'enregistrement et autres, parce qu'évidemment on a tellement à dire sur la question. Merci à tous les deux, merci à tout le monde. Et puis, je te redonne directement la parole, Estelle. Peut-être qu'il est 45, 46, oui, il est une minute, 46. retard Oui. 6. Ah. Donc oui, on va s'arrêter là pour les sessions francophones et je vais donc arrêter la séance et vous donner 1h30, à peu près 1h15 de pause plutôt, avant de rallumer un petit peu avant les séances anglophones cet après-midi. Donc j'invite les bilingues à se joindre à nous encore cet après-midi. Mais pour l'instant, déconnectez-vous, allons faire une petite balade, allons respirer un peu d'air frais avant de revenir discuter de belles choses. Merci à vous tous et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. À 14h. Ah, merci. Voilà. Okay.